Chers téléspectateurs de Africa TV, bonjour. Nous revenons à vous dans cet actuel endroit pour discuter avec le docteur Yogo ici présent sur les leçons et les conséquences de la crise en Ukraine. Bonjour docteur Yogo. Bonjour et merci une fois pour l'invitation. Merci infiniment d'être là. Merci d'avoir accepté l'invitation de Africa TV. Nous avons vu 52 jours après la guerre, on peut avoir l'impression que la guerre s'enlise en Ukraine, mais quel bilan faites-vous à ce jour? Merci de me poser la question. Vous avez effectivement raison, nous sommes en train d'entrer dans un cycle d'enlisement de la guerre. Oui. Mais nous devons relever, contrairement à ce que plusieurs personnes croient, ça faisait partie en fait de la volonté russe en allant en Ukraine. Aujourd'hui, il me semble que la Russie a atteint 70% de ses objectifs, c'est-à-dire en termes de ciblage stratégique. Les laboratoires bactériologiques ont été détruits, les bases stratégiques ont aussi été détruites, le pays est désarticulé et la guerre s'opère sur le terrain russe, sur le terrain ukrainien. Donc je pense que maintenant tout ce qui reste, c'est d'attendre qu'une solution politique vienne faire taire les armes qui continuent encore à crépiter sur le théâtre des opérations. Docteur Yogo, on remarque, on dit quand même ces jours-ci qu'il y a quelques attaques au niveau de la Russie. Et il y a par exemple le sous-marin qui a été attaqué et on s'est rendu compte que Kiev, qui était pratiquement libéré par les Russes, est en train d'être réattaqué comme conséquence de ces derniers actes. Est-ce que l'Ukraine n'a pas fait faute? Bon, même si on ne peut pas dire ça de manière claire, parce qu'elle subit la guerre de plus en plus. Mais est-ce qu'elle doit subir la guerre sans contre-attaquer elle aussi? Non, sinon il n'y aurait pas, sinon ce ne serait plus une guerre. Il faut bien qu'il y ait deux acteurs qui s'opposent. Oui. Le problème n'est pas de dire qu'il ne faut surtout pas croire que comme il y a une guerre, l'Ukraine est passive. Non, l'Ukraine aussi est un acteur qui a une stratégie, qui a une organisation, qui a une structure militaire et qui utilise même aussi des mercenaires dans le cadre de la guerre pour l'aider à lutter contre l'envahisseur russe. Donc ce n'est que tout à fait normal. Sauf que ce qu'il faut regarder, c'est l'intensité et surtout l'envergure des menaces et surtout des attaques. Sur ce plan-là, c'est incomparable entre ces deux pays. Mais l'Ukraine fait tout également pour se défendre. Mais je pense que pour l'Ukraine, cela se fait en attendant que le processus politique puisse prendre le relais. Docteur Yogo, l'Europe a peut-être perdu la face aux États-Unis dans cette guerre-là. Oui, puisque les sanctions qui ont été prises, d'ailleurs au sein même déjà du peuple américain, on commence déjà à voir en Biden un président qui n'est pas crédible. C'est-à-dire que les sanctions semblent avoir un effet beaucoup plus sur ceux qui les émettent que sur ceux qui doivent les subir. Et aujourd'hui, l'Europe, cette guerre a permis également à l'Europe de comprendre quelle était la profondeur de son instrumentalisation comme glacis au profit des États-Unis. Avec ce conflit, on a pu effectivement comprendre quel était le niveau réticulaire des échanges est si élevé et a créé une forte interdépendance qui fait que les pays ne partagent plus les mêmes intérêts et ils ne sont pas orientés vers la même direction. L'Allemagne, l'Irlande par exemple ne peuvent plus forcément accepter toutes ces sanctions-là parce qu'elles seraient les premières à subir ça avec plus de profondeur que les autres. Donc chacun aujourd'hui veut marquer son estampille. C'est donc une question d'autonomie stratégique qui est en train de se mettre en exergue. Et il le faut bien sûr. Donc il appartient à l'Europe de prendre conscience. Je voudrais dire aussi sur cette question-là que cette guerre a donc permis, toujours en répondant à la question de la popularité américaine ou alors la crédibilité, a donc permis aussi aux pays d'Amérique latine, aux pays d'Afrique et aux pays d'Asie-Pacifique de comprendre qu'il y a une autre alternative et que cette alternative-là également peut exister. Cela est donc visible et perceptible à travers les différents accords que le bloc de l'Est, la Russie, est en train de matérialiser avec tous ces différents espaces. Donc dans les premières semaines de la guerre,
on avait vraiment l'impression que cette guerre avait donné l'opportunité à l'Europe de se ressouder. Par exemple, quand elle émettait les sanctions, est-ce qu'on peut encore le penser aujourd'hui? Non, il est difficile de le penser puisque cette solidarité est en train de se désagréger. Elle se désagrège sur la base des éléments que je vous ai évoqués tout à l'heure. Non, le bien fondé de cette guerre, c'est qu'elle permet de reconfigurer un certain nombre de choses, de reconfigurer les positions des acteurs, et surtout de reconfigurer les intérêts des uns et des autres. Au départ, on avait bien l'impression que ce monde est soudé. Mais vous savez, c'est lorsqu'on touche au portefeuille, aux ressources, aux espaces, que l'on se rend compte effectivement de ce qui se passe aussi. Donc je pense que cette guerre a été l'opportunité de réévaluer le niveau de solidarité, le niveau d'alliance et surtout leur pertinence dans le cadre du monde, du système international aujourd'hui. On note par exemple que la présidente Ursula von der Leyen de la Commission a transféré aux États-Unis les données de l'Europe et les Européens sont vraiment gênés par cette situation-là. Est-ce que à la fin de la guerre, l'Europe ne risque pas d'avoir le revers de ce qu'elle avait espéré au départ? Oui, mais cette situation me conforte dans l'idée que finalement, même l'Europe n'a pas un haut niveau d'autonomie stratégique. Parce que céder ces données qui sont stratégiques pour la sécurité à un État comme les États-Unis, c'est demander aux États-Unis d'être votre rempart. Or, l'État se voulant souverain doit contrôler lui-même des données stratégiques, surtout qui concernent ce type d'aspect. Donc je pense qu'ici, l'Europe est en train d'effriter son niveau d'autonomie stratégique. Et de donner sa sécurité aux États-Unis. Aux États-Unis, oui, oui. Et c'est ce que les États-Unis cherchent. En fait, pour les États-Unis, cette guerre leur permet de consolider leur statut. Ils ont voulu consolider, les États-Unis ont voulu consolider leur place, consolider leur hégémonie, sauf que les calculs n'ont pas été faits en profondeur. Est-ce qu'on peut dire quelle est la gagnante? Quelle est la gagnante? Les États-Unis. Les États-Unis. Tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est une épée à double tranchant. C'est une épée à double tranchant. Vis-à-vis de l'Europe, de ses alliés au niveau de l'OTAN, les États-Unis ont réussi à mettre en exergue, à mettre en joue leur positionnement comme étant hégémon, comme étant le directeur, comme étant le directoire de la pensée stratégique occidentale. Sauf que du côté russe, c'est contesté. C'est contesté et c'est contourné. Donc, cette hégémonie a été contournée par le regroupement et la consolidation du bloc Est, par tout ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Au niveau politique, les États-Unis peuvent demeurer peut-être la première puissance. Mais au niveau stratégique, nous avons aujourd'hui la Russie. Au niveau économique, nous avons la Chine. Donc, l'avantage des États-Unis, c'est que si elle n'est pas la première au niveau des variables économiques et stratégiques, elle est la première au niveau politique, mais elle seconde tous les autres dans ces variables-là. Ça lui donne quand même une certaine capacité de nuisance. Sauf que cette capacité de nuisance doit être contournée par la capacité des deux autres alliés qui contrôlent les axes économiques et stratégiques à se mettre ensemble et à créer une nouvelle organisation du monde sur la base contraire de Bretton Woods. Sauf qu'on peut noter aussi que tous les pays qui ont décidé de se réarmer vont certainement se tourner vers les États-Unis pour acheter les armes. Donc du coup, économiquement, on estime qu'on peut espérer que les États-Unis vont gagner économiquement. Et peut-être l'idée derrière la guerre, c'était de réussir à croître économiquement. Oui, mais ça c'est lorsque on pense seulement à ce qu'on a comme alliés. Parce que ce qui se joue, c'est aussi de montrer la capacité d'attraction. Chaque État, chaque hégémon développe une certaine forme d'attractivité. Celle-ci est en train d'être amenuisée au niveau des États-Unis. La fin politique de ce conflit nous permettra de réorganiser cela. Et comme je vous dis, l'Est, c'est quand même, l'Est tel qu'il se constitue, c'est quand même au moins la moitié du monde. Et il y a aussi une partie qui ne sait pas exprimer
C'est là-bas que va se jouer le reste. Donc, vous savez que si pour le moment, nous pouvons identifier l'Est et l'Ouest en termes d'alliances qui sont en train de se former, il reste qu'il y a des pays qui ne s'expriment pas, et il y a des pays qui restent neutres, enfin, qui jouent le jeu de la neutralité par rapport à ce conflit, mais qui ont forcément des positions et qu'il faudra aller séduire. Donc, je pense que c'est un nouveau jeu, c'est une nouvelle configuration, c'est un nouveau, comment je vais dire, c'est un nouveau jeu qu'il va falloir observer avec beaucoup de prudence. Donc, qu'est-ce que la Russie aurait gagné, finalement? Dans cette guerre? Oui. Dans cette guerre, ce que la Russie peut gagner, premièrement, c'est son affirmation aujourd'hui comme étant une réelle puissance stratégique. Parce que l'idée perçue est très fondamentale. C'est déjà ça qu'elle gagne. Elle gagne aussi un rôle de leader, qui est de leader, parce qu'elle renouvelle sa légitimité aussi en tant que leader au niveau international. Elle gagne également en termes de capacité de regroupement. Bref, la Russie est en train de désorganiser et de réorganiser le système international pour créer un nouveau monde polaire. Pour la Russie, il faut créer un monde multipolaire. Pour la Russie, il faut que les différentes valeurs et civilisations du monde puissent être acceptées et identifiées. C'est d'ailleurs ce qui est la quintessence du discours de Sergei Lavrov qu'il avait prononcé en mars. C'est-à-dire que pour eux, le monde, on doit comprendre le monde aujourd'hui comme étant un espace multipolaire. Multipolaire veut dire qu'il y a plusieurs centres de décision. Oui. Et lorsqu'on refuse donc cela, on refuse donc d'accepter les autres comme étant des acteurs. Il faut sortir de l'idée qu'on a quelques acteurs et des objets qu'il faut instrumentaliser. Et maintenant, rappelons que, on revient sur les États-Unis, que l'Europe refuse d'acheter le gaz pour se tourner vers les États-Unis. Et il y a un analyste qui disait qu'elle se tourne vers les États-Unis pour acheter le gaz 4 à 5 fois plus cher que le gaz qu'elle achetait à la Russie. On risque de se retrouver dans une nouvelle guerre froide, parce que si on tient le point de vue que vous aviez tout à l'heure, selon lequel la Russie souhaite un monde multipolaire, et les États-Unis qui veulent continuer de penser qu'elle est dominante et que les autres doivent continuer de respecter ce qu'elle veut ou ce qu'elle souhaite, on se retrouve dans une situation où on va peut-être s'en sortir avec un État américain encore plus puissant. Je ne sais pas comment vous percevez la puissance américaine alors que celle-ci est en train d'être effritée et que d'autres blocs se consolident. Je suis sur la question économique, donc. Oui. Juste sur la question économique, en sachant bien que c'est l'économie, oui, c'est la trop grande puissance économique qui permet de modifier les comportements, de proposer tout ce qu'on veut. C'est cette analyse-là que c'est ce que je veux comprendre. Oui, c'est une lecture traditionnelle et classique, oui, de la puissance. Aujourd'hui, l'économie seule ne peut pas faire la puissance. Vous suivez? Oui. À côté de l'économie, il faut engranger les autres variables. Même les dimensions symboliques sont suffisamment puissantes aujourd'hui parce qu'elles peuvent détourner la psychologie, parce qu'elles peuvent travailler sur la psychologie des acteurs. Donc c'est une lecture très classique de ce qu'on peut entendre comme étant la puissance. La puissance aujourd'hui, c'est un tout. On peut avoir seulement le niveau d'instruction élevé et devenir une puissance à partir d'elle. C'est-à-dire qu'on matérialise notre puissance à partir de là. Oui, les États-Unis vont développer un système d'échange, mais pendant ce temps, d'autres vont aussi le faire. La Russie aujourd'hui, la Chine aujourd'hui est la première puissance sur ce plan-là. Est-ce que la Chine va rester sur ses lauriers pendant que les États-Unis vont le développer? Est-ce que la Chine est interdite de commercer avec les autres? Non, il faut voir comment est-ce que le bloc qui se forme sera constitué et sera organisé. C'est son niveau d'organisation qui est très important. Je voudrais rectifier. Je dis bien que pour la Russie, le monde aujourd'hui est bipolaire, est multipolaire. Oui. Mais la Russie, comme tout acteur qui rêve grand, voudrait dans ce monde multipolaire émerger également comme étant la puissance, voilà, comme étant l'hégémon, comme étant la puissance ou le leader dans cette perspective-là. Donc voilà un peu comment je lis la chose. L'économie seule ne peut pas suffire pour décider de la puissance. À côté de l'économie, il y a des variables, il y a la variable politique, il y a la variable stratégique, et il y a bien d'autres variables. L'économie n'est qu'un aspect qui est certes important, mais qui ne peut pas être le seul.
Est-ce qu'on peut tout de suite dire que l'Ukraine est la plus grande perdante dans la situation? L'Ukraine est la plus grande perdante parce qu'elle a manqué de devoir de mémoire. Son président a manqué, n'a pas pu suffisamment lire dans la trajectoire historique de son pays, n'a pas pu lire dans la géographie de son pays, n'a pas pu lire dans l'économie même de son pays et n'a pas pu lire dans la diplomatie de son pays. Il aurait dû regarder ces variables-là avant de prendre la décision. Le plus important pour un pays comme celui-là, quand vous avez un colosse en tout point face à vous, qui est prêt à vous menacer, et vous le savez, c'est de rester dans la neutralité et développer de meilleures relations avec celui-là. Donc, l'Ukraine est victime aujourd'hui de sa propre turpitude. Elle aurait dû penser, c'est-à-dire le président aurait dû penser bien avant de se lancer dans cette guerre. Demander à entrer à l'OTAN, c'était la pire des provocations. Surtout sachant que c'était le dernier niveau de la ceinture stratégique face à face par rapport à la Russie. Donc le demander, c'était d'exposer la Russie finalement face à l'OTAN. Est-ce qu'on peut oser penser qu'il aurait été instrumentalisé? Est-ce qu'on peut avoir ce type de soupçon? Je pense qu'il a trop fait confiance. Il a trop fait confiance à ses alliés. L'instrumentalisation, peut-être, elle y est, mais il a surtout trop fait confiance à ses alliés et c'est ce qui aujourd'hui joue en sa défaveur. Vous voyez, il a appelé maintes fois qu'on vienne l'aider, il a demandé de l'aide maintes fois, sauf qu'aujourd'hui, s'ils le font, ils utilisent d'autres voies illégales, même si certaines ont été découvertes par la Russie. Ok. Est-ce que l'Afrique gagne quelque chose dans toutes ces... L'Afrique devra profiter de la situation pour gagner quelque chose. Parce qu'elle offre la possibilité du choix. La situation d'aujourd'hui offre la possibilité de choisir. Et choisir ne veut pas dire exclure. Parce qu'en général, lorsqu'on le dit, certains pensent que nous sommes en train de demander à l'Afrique d'aller d'un côté et d'oublier l'autre. Non. Nous demandons aujourd'hui à l'Afrique de profiter de cette situation pour avoir la capacité, cette fois-ci, de choisir. Mais le meilleur verbe, c'est de diversifier. Il faut diversifier à partir de l'opportunité qui s'est offerte. Vous savez, l'Afrique peut choisir l'axe nord-sud dans son type de partenariat, l'axe sud-sud dans son type de partenariat et l'axe sud-sud-est, Asie, vous suivez, dans son type de partenariat. Donc voilà à peu près les axes fondamentaux, le nord, le sud-sud et puis le sud-sud-est au niveau de l'Asie. Je pense que il est important pour l'Afrique de multiplier ces opportunités qui s'offrent à elle, de transformer ce que nous voyons aujourd'hui en opportunité pour elle. Le président Zelensky aurait demandé à Macky Sall, le président de l'Union africaine, de s'exprimer devant l'Union africaine. Qu'est-ce qu'il espère? Qu'est-ce qu'on peut... Non, lui, il a besoin de soutien. Zelensky a besoin de soutien. Quand il le demande, c'est que ce n'est pas pour qu'il aille s'exprimer en faveur de la Russie. Oui. C'est parce qu'il attend que l'Afrique aussi essaye de dire quelque chose et en faveur de l'Ukraine. Oui. Sauf que pour que le président de l'Union africaine puisse le dire, il faut une position commune. Il faut une position commune parce que l'Union africaine est la dérogation d'abord des États. Mais au niveau africain, je ne pense pas que nous ayons déjà pris une position commune entre des États pour pouvoir affirmer clairement. Et il n'est même pas le seul. Je pense que c'est peut-être la présidente de l'Union européenne qui l'avait aussi dit. Il y a une dame aussi qui l'avait dit en Europe, qui avait demandé qu'on punisse les États qui ne s'expriment pas en Afrique. Donc je crois que l'Afrique reste sage et continue à observer calmement en essayant de développer ses cartes pour la diversification de ses partenariats. La Russie suspendue du Conseil des droits de l'homme, quelle est la signification symbolique? Bien, d'abord le Conseil des droits de l'homme, je pense qu'au niveau symbolique, ça peut crédibiliser l'image de la Russie. Vous suivez? Au niveau symbolique, vraiment, ça peut crédibiliser l'image de la Russie parce que lorsqu'on parle de droits de l'homme, on parle quand même d'humanité et ce sont des principes qu'en principe nous devrons partager. Sur le plan normatif, sur le plan idéal, c'est ce qui est. Sauf que c'est un jeu politique. Et sauf que je vous ai dit la dernière fois, le Conseil des droits de l'homme, toutes ces institutions qui sont du système des Nations Unies sont aujourd'hui instrumentalisées. La guerre sur l'image est en train de se jouer.
La guerre sur la crédibilité est en train de se jouer. La guerre sur les valeurs aussi est en train de se jouer. Les principes de droits de l'homme, de démocratie, de bonne gouvernance, nous savons très bien quelle est leur trajectoire historique. Donc tout cela est en train de se jouer aujourd'hui parce que l'objectif c'est de faire de Poutine un paria. L'objectif c'est de décrédibiliser la Russie dans son initiative. Donc je pense que c'est toujours la guerre qui s'opère sur le plan axiologique. Une contradiction quand même que la guerre nous a enseigné, c'est la question de la liberté de la presse. On a vu l'Union européenne suspendre, bannir les médias russes. Quelle symbolique, quelle implication pour la suite? Oui, en effet, vous avez raison. En fait, les guerres d'aujourd'hui se jouent aussi sur le théâtre de l'infosphère. C'est-à-dire que cette dimension cyber que nous ne voyons pas, mais qui a beaucoup d'influence, fait aussi partie du jeu de la guerre. Là-bas, il faut déconstruire l'image. Là-bas, il faut fabriquer des perspectives. Là-bas, il faut travailler sur la psychologie de l'auditoire. Donc, je crois que c'est toujours la guerre qui se baigne sur le champ de l'infosphère. Le cyberespace est aujourd'hui, comme l'espace tridimensionnel, mais est un espace stratégique. Un espace stratégique pour la guerre parce que le cyberespace est en mesure d'influencer sur les perceptions. Et lorsque vous influencez sur les perceptions, vous influencez sur les comportements. Et quand vous influencez sur les comportements, vous influencez sur les décisions et sur l'approche vis-à-vis d'un acteur. Donc tout se joue le jeu. Donc la question c'est, quand vous donnez l'impression aux gens que vous êtes les maîtres de la défense d'un droit, et une attitude comme celle-là, il faudrait se souvenir que de temps en temps, on va vous rappeler que même vous avez dans tel contexte fait ceci, alors que vous semblez être les défenseurs des droits de la presse. Oui, même certains intellectuels ont déjà commencé à critiquer cette attitude américaine. C'est-à-dire que c'est une observation qui est faite de plus en plus. On constate en fait que finalement, les deux camps essayent d'instrumentaliser l'opinion publique. Et ce n'est que de bonne guerre. Vous suivez? C'est-à-dire que pour ceux qui pensent que la guerre demeure encore une affaire matérielle, c'est être en retard sur la perception de la guerre d'un siècle. La guerre aujourd'hui, elle n'a plus seulement une dimension matérielle, mais elle a aussi cette dimension-là qui est fondamentale. Donc c'est un jeu, c'est la guerre qui s'opère maintenant dans l'infosphère. Toujours sur l'information, on a par exemple eu beaucoup de guerre de l'information, beaucoup d'exactions qu'on a collées sur le dos de la Russie, qui en réalité semble ne pas avoir de crédibilité. La Russie a d'ailleurs dit qu'elle va démontrer devant le Conseil de l'ONU que ce n'est pas elle qui est responsable. Est-ce qu'on peut penser qu'il y a certains acteurs, vous avez parlé de mercenaires tout à l'heure, qui poseraient des actes pour qu'on colle à la Russie? Oui. Et pour quelle raison? Non, toujours celle de décrédibiliser et d'en faire un paria. Oui. C'est-à-dire que l'idée, en fait, c'est toujours de créer la faute chez l'adversaire. Il faut pousser l'adversaire à la faute. Et on utilise tous les moyens que l'on a. Si vous suivez bien cette guerre, on a eu des situations où des morts ont été considérés comme des tireurs d'élite qui ont pu faire tomber des hélicoptères. On a eu des situations où les laboratoires bactériologiques ont été transformés en structures de recherche biologique. Je ne sais pas si vous suivez bien la connotation, la sémantique. On passe d'un laboratoire bactériologique qui a une dimension stratégique à une structure de recherche biologique qui peut avoir une connotation académique ou universitaire. Simplement pour la recherche. Donc vous voyez, on construit, on fabrique l'image de l'ennemi, on fabrique l'image de l'antagoniste que nous avons en face de nous. On la met à l'image de ce que nous voulons que les autres puissent percevoir. Donc c'est ce jeu qui continue à se jouer, tout simplement. L'information est fondamentale. RFI aussi a été suspendu en Russie, tout comme ils ont suspendu certaines chaînes russes. C'est parce qu'ils utilisent ces couloirs médiatiques pour véhiculer l'idéologie. Ils utilisent ces couloirs médiatiques pour influencer sur les émotions. On nous parle tout le temps de l'hôpital, je crois que c'était à Mariupol, où un hôpital avait été abattu. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est qu'à partir d'un moment où une structure abrite des militaires, ça devient une cible stratégique.
Si vous avez dans un bâtiment une maternelle et puis l'état-major dans ce deuxième étage, c'est l'état-major qui est irresponsable en allant s'installer dans un bâtiment où il y a une maternelle. Je ne sais pas si vous suivez. Le bâtiment devient une cible militaire. Donc on vous montre que l'hôpital a été détruit sans vous dire quelles sont les raisons qui pourraient justifier la destruction d'un hôpital. Oui. Quel message pour le jeune Africain qui regarde ce monde, cette nouvelle configuration du monde qui est en train de se jouer dans cette guerre? Le jeune Africain doit savoir qu'il faut exister. Et pour exister, il faut contribuer au développement d'un projet géopolitique pour son pays. Le projet géopolitique d'un pays exige donc d'abord de connaître ce pays, de connaître son espace et d'avoir la capacité de le maîtriser, mais aussi de l'exploiter, parce que ça crée de l'emploi, ça développe l'économie et ça développe une culture stratégique. Ça développe même aussi le sentiment d'appartenance à une communauté, ce qu'on appelle la citoyenneté. Le jeune Africain doit comprendre aujourd'hui que tout est dans l'histoire. Il doit connaître l'histoire de son pays, parce que l'histoire est le creuset de la vérité. C'est dans l'histoire qu'on retrouve les solutions sur les problématiques qui aujourd'hui entachent la solidarité et l'unité nationale. Merci infiniment, Dr Yogo. Merci pour ces analyses tellement pertinentes qui vont nous permettre de regarder cette crise avec d'autres yeux. Merci, c'est moi qui vous dis merci. Ça a été un plaisir. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis de bout en bout. Disons-nous à très bientôt sur Africa TV. N'oubliez pas de vous abonner.